Il voudrait que la francophonie ait beaucoup plus d'ambition. Il appelle par exemple les francophones du monde entier à prendre conscience de l'atout inestimable qu'est le partage d'une même langue par des peuples d'Afrique, d'Europe, d'Asie ou encore d'Amérique. Bonsoir Christophe Prémat, merci d'être avec nous. Vous êtes député des Français de l'étranger, établi en Europe du Nord. Vous êtes vous-même précisément basé à Stockholm en Suède. Alors vous êtes l'auteur d'une tribune intitulée « Francophonie, soyons plus ambitieux ». C'est paru dans la presse française ces derniers jours. Alors j'aimerais d'abord vous entendre sur le projet de loi sur le renseignement qui a été adopté hier par l'Assemblée nationale française. Pour bien comprendre, avant d'avoir votre point de vue, les enjeux et les dispositions de ce texte législatif, voici un rappel de notre partenaire France 2. Le récit est signé Marc de Chalvron. Des services de renseignement renforcés face à une menace terroriste plus grande que jamais. À l'avenir, les agents de l'ombre vont pouvoir poser des caméras ou des micros, procéder à des écoutes ou encore accéder à des données de connexion sans passer par la case judiciaire. Une autorisation administrative suffira. Une disposition particulièrement controversée. Le gouvernement va pouvoir demander aux fournisseurs d'accès Internet d'installer des programmes permettant de déceler des comportements suspects parmi les utilisateurs. Le syndicat de la magistrature parle de pouvoirs exorbitants offerts aux services de renseignement. Certains dénoncent la mise en place d'une surveillance de masse. Le gouvernement affirme fournir un cadre légal à des pratiques existantes et précise qu'une commission de contrôle composée de magistrats et de parlementaires devra donner un avis préalable au cas par cas. Le Premier ministre pourra passer outre cet avis en cas de désaccord. Christophe Prémat, député en direct avec nous sur TV5 Monde. Alors ce projet de loi a été adopté, disons-le, largement par les députés français, mais il a été extrêmement débattu pendant de longues semaines au sein de la société civile. Vous avez voté oui. Pourquoi? Bonsoir. Tout d'abord, je pense que c'est intéressant de noter qu'on a un débat sur le renseignement. Parce que justement, quand on touche à la sphère des services secrets, la sphère du renseignement, on touche un terrain sensible. Et c'est assez compliqué parce qu'on expose aussi les mécanismes qui œuvrent dans la majorité des cas à la protection de notre État, notamment notre État de droit. Donc c'est un exercice difficile, c'est un exercice qu'il faut affronter. C'est vrai qu'on a souvent critiqué le fait que ça soit une procédure accélérée, mais je pense que c'est quand même intéressant qu'on ait déjà le débat et que c'est d'abord un premier débat sur le renseignement. Il va se poursuivre bien sûr au Sénat. Il y a un certain nombre de questionnements qui ont été adressés à l'égard de ce projet. Moi, je crois tout simplement que pour la première fois, on est capable d'avoir un débat plus serein sur l'encadrement en fait, des services de renseignement. Parce que c'est de ça dont il s'agit. J'entends surveillance. Bon, évidemment, quand on parle de renseignement, services secrets, on pense forcément à la surveillance. Il faut penser aussi à encadrement. Contrôle politique. J'entends l'autorité du Premier ministre, mais le Premier ministre, c'est la responsabilité aussi du gouvernement. Il y a les avis des commissions indépendantes, mais surtout, c'est l'autorité quand même du politique qui doit aussi se saisir d'un dossier qui est quand même extrêmement sensible, qui était préparé de longue haleine. C'est-à-dire que, bien sûr, on a connu les événements après le 11 janvier, un certain nombre d'attentats partout dans le monde. C'est pas une loi d'exception. Ce qui est exceptionnel, en revanche, c'est le fait d'avoir un débat sur l'encadrement, sur la limite, sur le domaine d'action de ces renseignements. Alors vous êtes allé récemment à Copenhague, capitale du Danemark, qui a aussi été frappée par un attentat. Vous êtes agrégé de philosophie, je crois savoir. Est-ce qu'il n'y a pas un danger tout de même si vous dites que ce projet de loi est en préparation d'en est-ce qu'il n'y a pas un risque à voter comme ça un texte sous le coup de l'émotion? Je ne pense pas. Alors d'abord... il n'y a pas de... je crois que vous parlez de philosophie, c'est très important quand on parle de transparence. Parce que là, on est en service secret, transparence. Je vais prendre le terme de Starobinsky, transparence et obstacle. Bon, l'obstacle, c'est quelle attitude on donne aux renseignements. Comment est-ce qu'on les contrôle? Je crois que ça, c'est une vraie question philosophique. Vous savez que dans l'histoire de la philosophie, par exemple, Emmanuel Kant, justement, se référait systématiquement à la loi morale qui devait s'imposer à chacun d'entre nous. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait des services secrets dans une philosophie, par exemple, kantienne, qui simplement affirme le primat universel de la loi morale. C'est difficile. Or, il se trouve que les États sont dans des relations quand même compliquées. Et ce qui est visé dans la loi du renseignement, parce qu'on parle de la coopération entre les services de renseignement, c'est compliqué la coopération, c'est une vraie question. Ça, on n'a pas beaucoup entendu de questions là-dessus. Dans quelle mesure on peut avoir une coopération? Je pense que les États doivent se saisir aussi de ces questions, doivent essayer de débattre sur la limitation en fait, du périmètre du renseignement. Et à
à l'époque du big data, où les transferts de données massives peuvent aussi se produire, ce qui n'est pas le cas avec ce projet de loi de renseignement. Mais donc, selon vous, il n'y a aucun risque avec ce texte législatif? Il y a par exemple ces fameuses boîtes noires qui font polémique, un dispositif installé chez les fournisseurs d'accès à Internet. Qu'est-ce qui dit que du jour au lendemain, en exagérant un petit peu, que des dizaines de milliers de Français ne vont pas devenir des suspects en puissance? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de ne pas avoir de garde-fou, pardon? Alors, il faut lire le texte dans son ensemble. Parce que c'est-à-dire que si vous avez le risque, il y a toujours un risque, mais s'il y a contrôle, il y a réponse par rapport au risque. Et là, vous avez quand même un certain nombre d'éléments. D'abord, il y a des surveillances ciblées. Ensuite, il y a l'intervention de la CNCTR, qui est la nouvelle commission nationale des techniques de contrôle des techniques de renseignement, qui va remplacer aussi l'ancienne commission des interceptions de sécurité, pour faire vite. On expose, enfin, on en parle déjà. Vous savez, sinon, bon, le service secret, ils évoluent. Hein, Pour vous, ce qui est important, c'est donc la transparence en tous les cas. Et pas le une débat. transparence totale. Je trouve le débat, c'est un débat qui est sensible. Tout de suite, on voit, je comprends les craintes, hébergeurs, les craintes, mais il y a quand même un certain nombre de procédures. Il y a un encadrement de ce système-là. Et je pense que c'est très important qu'on puisse s'en soucier. Évidemment, voilà, c'est une responsabilité très lourde pour les législateurs. Et je pense que l'ensemble des députés qui ont voté cette loi, ou ceux qui ont été contre, ont vraiment mûri leur position au cours de ces dernières semaines. Alors, vous avez dit il y a quelques instants, Big Data, difficile parfois de rester 100% francophone, même quand on est un militant convaincu. C'est le cas pour nous également. Alors, venons-en donc à cette tribune consacrée à la francophonie, dans laquelle vous appelez de vos voeux à ce que tous les francophones aient beaucoup plus d'ambition, que ce soit l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi chacun des locuteurs aux quatre coins du monde. Alors, vous dites que le partage de cette langue, le français en l'occurrence, donne des atouts, ou en tout cas au moins un. Quel est-il? Quels sont-ils? Alors, vous avez raison de parler justement du partage, de la diversité culturelle qui est liée en fait autour de la langue française. Oui, vous avez raison de me reprendre aussi sur le terme Big Data, parce que je pense que dans le codage de tous ces systèmes informatiques, et ça permet de lier aussi astucieusement la loi sur le renseignement à la francophonie, c'est que on a aussi des systèmes culturels de renseignement, et je pense qu'il faut aller à la source, il faut faire attention quand même à ces manipulations de données, et peut-être garder une certaine diversité, effectivement. Et ça, le penser dès le processus, dès le codage, en fait, puisqu'on parle d'apprentissage du codage aussi. Je pense qu'il y a les langues du codage. Il faut savoir coder, il faut savoir décoder. Ouais. Et c'est vrai que la francophonie, alors c'est un horizon différent. Alors là, on parle de la francophonie, parlons de la francophonie institutionnelle, si vous voulez, parce c'est une organisation quand même conséquente, avec un certain nombre de pays qui adhèrent. Et on sent que depuis ces dernières années, si on regarde bien, depuis peut-être la charte d'Hanoï, fin des années 90-97, on évolue davantage vers du contenu beaucoup plus politique. Et je pense que le vrai défi de la francophonie, pour passer d'une francophonie où on se voit tous les trois colloques à dire les mêmes choses, c'est une langue magnifique, etc., il faut passer de la francodoxie. Ça, c'est une distinction de M. Provenzano, c'est-à-dire la doxa qui consiste à penser que la langue française aurait naturellement des valeurs. Je crois que ça, c'est pas quelque chose qu'il faut affirmer. Il faut au contraire aller davantage vers les voix, vers la phonie, et dans cette francophonie, justement, essayer de penser un projet d'alliance de civilisation. Et il y a plusieurs grandes questions qui nous pendent sous le nez. Il y a d'abord, c'est quand même l'année climatique, c'est quand même l'année où on a la conférence de Paris. J'espère que la francophonie, elle est en train de le faire, va pouvoir s'engager davantage sur des solutions concrètes. Il y a beaucoup de pays qui sont concernés par ça. Et puis vous avez un certain nombre de domaines, que ce soit le domaine de la défense. L'OIF avait pris aussi position par rapport à l'intervention au Mali, par rapport justement à la reconstruction des systèmes éducatifs qui sont très fragilisés. L'éducation, l'action éducative est très importante pour la francophonie. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de sujets qui font penser que sortons de simplement du 20 mars, qui est très bien, de la célébration de la fête de la francophonie, allons vers du plus sérieux, si je puis dire, et vers une francophonie davantage politique, quitte à avoir des mésententes et à avoir des désaccords. Alors pour autant, Christophe Prémat, on le sait, ce n'est pas une découverte, le monde tourne beaucoup autour de l'économie et du monde des affaires, pour ne pas dire business. Le français est-il véritablement un atout? Oui. Il est un atout, et en plus, depuis le sommet de Kinshasa 2012, pour la première fois, l'OIF s'est doté d'une direction de la francophonie des affaires économiques, une francophonie économique. Ouais. Il y a une monnaie aussi qui existe. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses, il y a des forums, il y a des contrats qui se font aussi en langue française, dans les pays de l'Afrique subsaharienne notamment. Il y a l'organisation d'un certain nombre de manifestations sur ce sujet. Donc la francophonie économique est émergente. C'est là qu'il va falloir vraiment travailler. Je pense que travailler davantage sur les infrastructures, sur le
transport, sur peut-être même un transport écologique, pour essayer de solidifier en fait tous ces États qui appartiennent à la francophonie pour vraiment davantage affirmer la solidarité et le développement. Alors où en est la francophonie dans la région dans laquelle vous vivez, à savoir l'Europe du Nord et très précisément la Suède? Alors, la francophonie en Europe du Nord, moi j'en fais un pari, presque un pari pascalien, c'est-à-dire qu'elle existe, elle est encore méconnue. Et je pense qu'on peut s'appuyer sur la méconnaissance de la francophonie et en faire un atout. Mais est-ce qu'on entend parfois parler le français à Stockholm? C'est sûr. Alors, il y a beaucoup de... les Français circulent énormément. Il y a une passion pour les pays scandinaves. Mais les Suédois eux-mêmes qui parlent français, ils sont plutôt de quelle catégorie de la société? Non, il y a un certain nombre. Le français est quand même une des langues tierces, aux côtés de l'espagnol et l'allemand. Il y a eu un tassement, comme partout dans le monde, de la langue française. Il faut aussi être réaliste. On voit quand même que c'est la courbe qui descend un petit peu. Donc il y a un tassement je dirais, du recul du français. Évidemment, ça ne suffira pas. Je pense qu'il faut miser sur la francophonie comme une diversité. Il y a quand même des pays francophones sur les 5 continents. Ouais. Il y a quand même une aire de projection qui est importante. Et moi, je suis très attaché à l'idée de francophonie du Nord, c'est-à-dire la place à la fois peut-être parler avec le Nord dans la francophonie. L'organisation régionale, c'est le Conseil des pays nordiques, qui serait un interlocuteur possible de l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est aussi penser au Québec, penser aussi à... C'est l'Amérique en français. C'est comme ça qu'on communique aussi en Suède, pour essayer d'attirer vers le français en disant vous pouvez vous tourner ailleurs, mais vous pourrez aussi vous tourner en français et voir une diversité culturelle intéressante. Alors, on a parlé de la loi sur le renseignement, on a également évoqué avec vous la francophonie. Dernier point, en quelques mots, si vous le voulez bien, ce livre que vous avez écrit, intitulé « L'idée d'une nouvelle représentation politique », quelles sont, selon vous, les priorités aujourd'hui pour rénover la politique française qui semble à bout de souffle? Alors, premièrement, quand on parle de rénovation, en fait, on n'est pas très novateur. C'est un peu paradoxal, mais c'est vrai qu'à chaque fois que vous regardez l'histoire des partis politiques, on parle de refondation, de rénovation. Donc je pense que les gens sont sont pas dupes. Donc on va faire le coup de la rénovation, on le fera dans 3 ans. Vous voyez, c'est d'un côté, ça passe de l'autre. Donc je pense qu'il faut faire attention aux mots. Moi, ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est que peut-être investir davantage vers une participation politique, sachant que c'est un problème finalement qui est consubstantiel à nos démocraties, à nos régimes démocratiques. Enfin, moi, je préfère même parler de régime représentatif, puisque le débat lors de la Révolution américaine tournait entre les antifédéralistes et les fédéralistes, c'est-à-dire une interprétation de la Constitution et surtout une interprétation du rôle de la représentation. Est-ce qu'on veut des élus beaucoup plus indépendants pour mener leur mandat? C'est possible, et puis ils sont sanctionnés ou pas à la fin. Ou alors est-ce qu'on veut des élus qui soient liés par une forme de mimétisme sociologique par rapport à leurs électeurs? Donc vous voyez qu'il y a ce débat-là, on le retrouve. Et la participation comme moyen, si vous voulez, de répondre à une déception démocratique ou une déception inhérente au système représentatif qui a en lui-même cette coupure, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi de manière cyclique. Donc je pense qu'au-delà de ça, il faut plutôt essayer de privilégier des instruments, surtout dans des pays où l'éducation a fait d'énormes progrès, des instruments de participation avec un lien sur la décision. Et je pense que il y a des choses du côté du référendum, c'est-à-dire un référendum mûri avec une délibération. C'est-à-dire que c'est la décision qui est importante. Si les gens savent qu'ils peuvent à la fin aussi, qu'ils ont cette possibilité de décider, de réfléchir et d'être face à leur destin par différents instruments, je pense qu'on aura fait de gros progrès. Merci beaucoup Christophe Rémat d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes député des Français de l'étranger basé en Europe du Nord. Merci à vous.